Alors je suis avec Gilles Domenech. Bonjour Gilles. Bonjour Robin. Donc j'ai une série de questions que j'ai préparées à te poser si t'es prêt. Ouais, si je suis prêt. Je suis Allez, chaud. ça marche. Alors première question. Imagine, tu as un jardinier débutant devant toi qui lance son premier potager et qui a envie que ce soit une belle réussite. Tu ne peux lui donner que 2 conseils pour qu'il ait le plus de chances de réussir. Ce serait quoi ces 2 conseils? Alors moi, quand j'ai affaire à un débutant, donc c'est des choses qui m'arrivent d'ailleurs, hein, des fois d'accompagner des jardiniers qui débutent complètement. Première chose que je conseille, c'est de faire simple la première année, de partir sur des plants, des repiquages. Voilà, on s'embête pas à faire des semis de carottes compliquées. Voilà, on fait des choses simples, des plants, voilà, faire que des plants sur que des plants. Voilà. Et puis après, pour la préparation du sol, je prépare, bien sûr, si le sol le permet, de commencer simplement avec un mulch, peut-être éventuellement avec des cartons ou quelque chose, voilà, directement sur l'herbe. Et puis comme ça, on mettra les plantes directement à travers. Voilà, vraiment partir un truc basique. Alors ça va être limité, on va être limité, c'est sûr, à des plantes comme pommes de terre, tomates, aubergines, courgettes, des trucs comme ça. Mais c'est pas grave, c'est pour commencer, quoi. Voilà, un peu les 2 conseils, quoi. Voilà. Donc, que des plants et puis en partant sans travail du sol sur des mulches. Ok, voilà. Ça marche, c'est très clair. Alors deuxième question. Du coup, c'est un peu en lien avec le choix des plants. Alors, quels sont les 3 légumes que tu conseillerais pour un potager hyper simple et productif? Oh, hyper simple et productif. Et ça peut être une question piège, parce que les réalités peuvent être très très variables d'une région à l'autre. C'est vrai que pour moi, dans le Massif central, j'aurais tendance à dire partir sur des choux, des pommes de terre et... C'est ça, oui, voilà, mais après c'est assez facile. Hein. En tout cas, dans le contexte de mon contexte de Massif central, ouais, choux, pommes de terre, c'est souvent assez facile. Après, pourquoi pas un poireau, un truc comme ça, ou des radis, voilà, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas non plus des légumes forcément hyper productifs, hein, une fois qu'on les a récoltés. Après, si on est dans des régions plus chaudes, c'est courgettes, tomates, voilà, les légumes d'été souvent qui sont assez faciles. Et on va dire dans 2 légumes d'été, courgettes, tomates. Souvent c'est assez facile dans les climats plutôt méridionaux. Et puis après, je pourrais dire un légume d'hiver, par exemple une fève. Voilà, qui peut c'est pas forcément, on n'y pense pas forcément. C'est vrai que moi je viens du sud-ouest et il y a des fèves dans tous les potagers là-bas. Mais c'est vrai que dans les autres régions de France, j'ai l'impression que c'est moins culturel. Mais voilà, c'est bien de penser aussi aux cultures d'hiver. Donc pourquoi pas. Alors c'est vrai que là aussi, pour le côté productif, c'est vrai que la fève elle occupe le terrain pendant plusieurs mois par an et elle ne fait pas une récolte énorme par rapport à un plant de tomate, mais bon, c'est quand même intéressant, je trouve, d'avoir ça. Ou sinon, une autre culture d'hiver que j'aime bien serait mettre un pois fourragé. Voilà, qui place très bien l'hiver dans le sud et même dans des zones plus froides d'ailleurs. Hein, et qui peut donner de belles récoltes de pois aussi. Ok, super. Très clair, merci beaucoup. Alors, troisième question, est-ce que tu aurais 2 autres conseils pour un potager hyper simple et productif, et aussi le plus autonome possible? Des conseils, je peux en avoir beaucoup. Il peut y en avoir. Déjà, un premier conseil, observer son environnement déjà pour savoir, pour comprendre comment ça fonctionne, voilà, et éviter, voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal à répondre à la question, c'est parce que les recettes peuvent très bien marcher, par exemple ici, on est à Paris, voilà, qui peuvent ne pas du tout marcher chez moi en Haute-Loire ou chez toi en Provence, hein, voilà, donc faut faire assez attention à ça. Mais donc voilà, premier truc en tout cas, observer. Observer vraiment la terre. Oui, peut-être un deuxième conseil, se méfier des recettes. Ça peut être le deuxième conseil, voilà, se méfier des recettes miracles qui sont censées marcher partout. Non, ça n'existe pas. Hein. Je veux dire, ça fait 10 000 ans qu'on fait de l'agriculture. S'il y avait des recettes miracles, ça se saurait. Du style par exemple? Du style, à une époque, on entendait qu'il fallait absolument faire des buttes dans son jardin pour que ça. Voilà. Alors, les buttes peuvent être très intéressantes dans certains contextes, c'est pas du tout dans d'autres. Hein. C'est quand même un gros boulot de mise en place, donc si ça n'a pas d'intérêt, autant ne pas le faire. Autant, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur le BRF, il y a aussi eu un discours un peu miraculeux autour du BRF. Voilà, non, c'est pas miraculeux. Il y a des endroits où ça donne des mauvais résultats, d'autres ça donne de très bons résultats. Donc voilà, c'est des exemples parmi des centaines d'autres. Ou des associations de culture, on va dire qu'il faut faire telle ou telle association. Bon, ça peut être vrai à un endroit, mais ça n'est pas forcément à un autre. Voilà, donc c'est... Comme tu disais à la conférence, souvent il y a des mythes dessus. Voilà, c'est ça, il y a souvent des mythes. Voilà. J'appelle ça du coup les légendes rurales. Voilà. C'est pas les légendes urbaines, c'est les légendes rurales. Mais oui, voilà, donc déjà, se méfier effectivement donc, des recettes. Et quel troisième autre conseil je pourrais donner Oui, c'est déjà, si on me parle là-dessus, là je pense que ces 2-là ils sont applicables partout. C'est ça l'avantage, donc je mouille pas trop. Ok. Super. Alors quelles sont les 2 erreurs que tu as faites et qui t'ont apporté les meilleures leçons au potager?
Ah, des erreurs, on en fait tout le temps, hein. Celles qui t'ont apporté les Ouais, meilleures leçons. J'ai réfléchi à qu'est-ce que... Ben, déjà, oui, mais les erreurs, par exemple, de vouloir appliquer des recettes qui marchaient très bien, par exemple, quand j'étais dans le Gers, où je pouvais faire des préparations de sol, par exemple, avec des mulches sur des sols argileux, où ça marchait super bien. Quand je suis arrivé en Ardèche, sur des sols sableux, ben, j'ai vu que c'était moins évident. Je pouvais pas le faire de la même manière, hein, donc effectivement, je pouvais me retrouver du coup envahi par certaines herbes, par du chien de dent que j'avais pas forcément à d'autres endroits. Donc là aussi, donc faire attention au contexte. Voilà. Même si j'avais réussi telle méthode à tel endroit, j'arrivais pas forcément à la mettre en place à tel autre endroit. Donc ça, effectivement, c'est assez intéressant. Après, des erreurs, je pense classiques, peut-être de pas assez peut-être pas assez être vigilant à certains problèmes, problèmes de pathologie ou autre, hein. Effectivement, il y a certains trucs, si on les laisse faire, ça nous détruit la culture. Donc, Mildiou. alors mildiou, quand on le voit apparaître, là lui il faut vraiment l'anticiper. Si le mildiou c'est plus problématique, je pense, genre tout ce qui est punaise, altise, ça effectivement c'est quand même assez compliqué à gérer une fois que c'est implanté, hein. Donc si on protège par exemple avec un voile anti-insecte, ça peut vraiment être une aide pour la suite. Qu'est-ce que je pensais d'autre? Je pensais oui, des maladies, oui, les dorifores par exemple, hein, pareil, des dorifores, voilà, si on les laisse vraiment s'implanter, après c'est un boulot fou pour les gérer, donc c'est important, voilà, au début de la saison, même si ça peut paraître un peu cruel, mais d'aller écraser tous les œufs de dorifores qu'on voit, et même tous les dorifores qu'on voit, parce que voilà, sinon après on est vraiment envahi, et c'est un énorme travail pour arriver à rattraper le coup, quoi. Donc voilà, donc faire attention à des problèmes de l'ordre de phytopathologie, voilà, ou ravageurs, hein. Donc à ça, et puis bon, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre comme erreur qui m'a beaucoup apporté. Oui, et pareil ici, je peux dire la même chose sur l'enherbement, quoi. C'est vrai que souvent, sur l'enherbement, hein, souvent c'est vrai qu'on voit beaucoup aujourd'hui avec un peu la mouvance permaculture, c'est-à-dire voilà, il faut laisser faire les mauvaises herbes entre guillemets. Donc alors c'est vrai, c'est bien, les herbes c'est bien, mais si on se fait envahir son potager du chien de dent, la récolte derrière elle n'est pas terrible. Donc voilà, donc pareil, faire très attention à ça et le prévenir, et du coup éventuellement même aller faire un petit travail du sol au démarrage pour enlever le maximum de rhizomes de chien de dent, même si c'est pas forcément ma philosophie de faire ça, mais bon, voilà, c'est important après d'être réaliste, quoi. L'idéal c'est une chose, le réalisme, la réalité du terrain c'en est une autre. Ok. Après cette magnifique, comment on peut dire ça, citation, non ouais, c'est une citation maintenant, c'est devenu une citation. Ensuite, 5e question, est-ce que tu as une astuce secrète qui te facilite la vie au potager? Je réarticule. Secrète ou moins secrète, hein. J'ai pas le sentiment d'avoir une astuce particulière. Quelque chose qui te facilite la vie au potager, je pense que le truc qui me facilite la vie, c'est de ne pas avoir des automatismes, de se dire voilà, il faut absolument avoir travaillé le sol, retourner le sol à tel moment, absolument aller avoir le tas de fumier qui soit prêt à tel moment. Voilà, donc je vais faire avec ce qu'il y a, je vais travailler le sol si nécessaire, mais souvent ça ne l'est pas. Donc du coup ça me fait gagner pas mal de temps, parce que je vais observer et regarder est-ce que c'est nécessaire ou pas. Donc ouais, je dirais que c'est ok. Il y a ça qui me facilite la vie. La flexibilité en fait, C'est ça. flexibilité. Et d'observer, toujours pareil. L'observation. Ok. 6e question, le succès dont tu es le plus fier? Le succès dont je suis le plus fier, est-ce que c'est chez moi ou chez d'autres ou chez des gens que j'ai accompagnés? C'est vrai que je pense à une personne que j'ai accompagnée notamment l'année dernière, que j'ai commencé à accompagner il y a 1 an, qui débutait totalement le jardin, elle est en Alsace, et je trouve que c'est bien débrouillé, je trouve, pour une première année, donc j'étais assez content d'avoir réussi à l'accompagner pour sa première année, pour sa découverte du jardinage. Après, qu'est-ce que je peux être le plus fier? Je dirais peut-être le truc, quand j'étais au tout début de jardinage, j'avais été très fier de réussir comme ça les premières tomates que j'avais fait dans le Gers, que j'avais plantées. Alors j'avais fait des patates sous carton,
mais j'avais pas mis toute la surface en pommes de terre. Du coup, il me restait un peu de place et j'en avais pas assez pour les tomates. Donc, du coup, j'ai mis une partie des tomates sous carton et j'avais trouvé ça super intéressant. C'est quelque chose qui avait super bien marché, alors que c'était un truc que je considérais comme un peu hasardeux à ce moment-là. J'avais pas du tout réalisé que ça allait être quelque chose qui fonctionnait très facilement. Les semis, non. Le repiquage, repiquer le plant à travers le carton. Ça, simplement ouvrir le carton et puis voilà, faire un petit trou et mettre le plant de tomate à travers, quoi. Et voilà, j'avais été assez étonné de ça et c'est vrai que bon, j'ai été vraiment content de voir et que ça se débrouillait avec très peu d'irrigation, tout ça, donc ça faisait des plants très rustiques, très goûteux, très productifs. J'avais été agréablement surpris par ce truc-là. Ok. Alors tomates sous carton, hein, donc ceux qui veulent essayer. Septième question, tu nous partages ta meilleure anecdote. Oula, une anecdote. Si t'en as une, sinon je peux dire Joker. Ah, je vais essayer d'en trouver une, mais j'ai pas d'idée qui me vienne là. Je sais pas, là j'ai rien qui me vient là à l'instant. Joker. Joker, ouais. Et pour cette question, cette dernière question, je te laisse parler de ton nouveau livre, que j'ai lu, que j'ai acheté il y a quelques temps et que je trouve vraiment excellent. D'ailleurs, il y a plein d'annotations dans mon exemplaire. Voilà, je te laisse nous en parler un peu. Déjà donner son titre. Alors c'est Un sol difficile et alors, donc c'est paru aux éditions de Terran. Et je dirais que ça vient rejoindre aussi pas mal de choses que j'ai dit là, puisque une des premières choses à faire, c'est observer. Et toute la première partie du livre, c'est comment observer son terrain. Alors il y a le sol, il y a le climat, il y a différents aspects, il y a la topographie, il y a différents aspects qui sont listés là dans cette première partie. Et puis ensuite, la deuxième partie du livre, c'est qu'est-ce qu'on fait? Si on constate qu'il y a une difficulté, est-ce qu'on a un terrain difficile? Parce que souvent, les jardiniers, j'ai remarqué, ont tendance à considérer qu'ils ont un terrain difficile, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, est-ce qu'on a un terrain difficile? Donc la première partie va y répondre. Et puis si on constate qu'on a telle ou telle difficulté réelle sur notre terrain, mais qu'est-ce qu'on peut en faire pour faire avec, pour jardiner malgré ça, quoi. Voilà. C'est un peu ça, voilà, l'idée du livre, donc et qui est paru donc, au mois de septembre dernier. Voilà. Donc dispo dans toutes les librairies. Oui, on peut le commander en librairie, sur internet, ou sur ton site internet. Sur mon site, on peut l'acheter. Voilà. Donc c'est boutique.jardiner en sol vivant. Donc Jardiner en sol vivant, c'est mon blog et voilà. Il y a des boutiques devant, c'est la boutique en ligne. Voilà. Et d'ailleurs sur ce site-là, vous pouvez acheter des engrais verts. C'est ça. Ça vous intéresse. Plein d'engrais verts, une grande diversité, donc ça peut être très intéressant aussi à ce niveau. Donc voilà, donc c'est fini pour cette interview. Merci beaucoup Gilles. Merci beaucoup Robin.